On se retrouve ensemble avec la vidéo pour la section 2.2. Ici, on va commencer à parler d'évaluation d'une limite. Donc là, dans la section 2.1, on a introduit c'était quoi une limite, on a vu comment est-ce qu'on pouvait l'estimer. Donc on l'estime avec des tables de valeurs ou on l'estime avec un graphique. Quand on estime, on approche on est capable de voir vers où on s'en va pour la valeur, mais on n'est jamais certain de cette valeur-là. Ici, dans la section 2.2, notre but, c'est d'avoir une valeur et d'être certain de cette valeur-là. Donc on va faire ça avec l'évaluation d'une limite, puis on va se rendre compte que l'évaluation d'une limite en soi, c'est assez simple. Tout ce qu'on a à faire pour évaluer la limite lorsque x tend vers a de la fonction f de x, c'est de remplacer le x dans notre fonction f de x par la valeur de a. Tout simplement. On évalue là, lorsque x est égal à a. Par contre, on va se rendre compte que ça peut poser problème d'évaluer la fonction f de x lorsque x s'approche de a, parce que si on remplace par a dans f de x, on pourrait avoir des divisions par 0, on pourrait avoir des infinis sur infinis, on pourrait avoir aussi des racines de 0, on pourrait avoir toutes sortes de problèmes qui semblent insurmontables, parce que division par 0, on ne sait pas comment solutionner ce problème-là, mais on va voir qu'il y a des solutions très simples qui nous permettent d'outrepasser cette indétermination-là et de solutionner notre limite quand même et d'avoir une valeur pour cette limite-là. Donc on y va avec cette section-ci. On va voir pour commencer les deux premiers points de notre évaluation de limite. Puis on va se rendre compte que selon ce qu'on rencontre, on va peut-être avoir besoin d'utiliser des notions ou des stratégies qu'on a vues précédemment. Donc, on commence avec la première étape. La plus facile, si vous évaluez votre fonction f de x, vous remplacez x par a, puis ça vous donne un chiffre, tout simplement. À ce moment-là, ce chiffre-là, c'est la réponse. Rien d'autre à faire. On a tout simplement évalué, et voilà, ça nous donne la valeur, et on a notre solution dans ce cas-ci. La seule situation où ce ne sera pas correct de faire ça, c'est lorsqu'on va avoir une racine nième de 0, et que n, ce sera un nombre pair. Pourquoi? Parce que si on arrive à 0 sous la racine, ça veut dire qu'on est au début de la fonction, et la fonction racine carrée, elle est discontinue dans les x lorsque ce qu'il y a en dessous de sa racine est négatif. Donc on va avoir un problème ici, il va falloir aller vérifier quand même certaines informations pour trouver la vraie valeur de cette fonction-ci. Dans d'autres cas, si jamais on n'obtient pas un chiffre, on obtient plutôt une forme particulière. Forme particulière, on va en voir quelques-unes, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là. On voit pour commencer les trois premières formes qui sont les suivantes. Une fonction qui a un changement de... une fonction par partie qui a un changement de définition. Donc par exemple, on a la fonction x plus 2 si x plus petit que 1, et on a la fonction 3x plus 1 si x plus grand, ou égal à 1. Ben à ce moment-là, ça ici, c'est une fonction par partie, et si on évalue la limite autour de x égale à 1, ben on a un changement de fonction, donc ça ici, ça fait partie des cas particuliers, des formes particulières qui vont nécessiter une stratégie particulière. Ensuite de ça, on pourrait avoir la racine nième de 0 si n est pair, de la même façon que ce qu'on disait ici. On disait qu'à ce moment-là, on va avoir un problème du côté gauche ou du côté droit de notre fonction, tout dépendamment de ce qu'on est en train d'étudier. Donc ici, on va avoir une stratégie encore similaire à ce qu'on avait au-dessus, et finalement, si on a une forme c divisé par 0, donc un chiffre, une constante, n'importe quoi, qui est divisé par 0, ici, de la division par 0, on ne sait pas quoi faire avec ça. Ben, ces trois fonctions-là, ces trois formes particulières-là, ont quelque chose en particulier qui les unit. Ont quelque chose qui revient dans chacun de nos cas. Au début, ici, si on a une fonction par partie, ben, à gauche de notre fonction et à droite de la fonction, on va avoir la possibilité d'avoir deux choses complètement différentes. Lorsqu'on a une racine nième de 0, on sait qu'il y a un des deux côtés de la racine qui ne fonctionne pas. On ne sait pas encore lequel, mais on sait qu'à gauche ou à droite, on va avoir un problème. Et finalement, lorsque c est divisé par 0, ben si c divisé par 0, ça dépend de quel côté on approche. Si on divise par exemple par des valeurs négatives ici, mais proches de 0, on va aller vers le bas, alors que si c'est des valeurs positives qui augmentent de plus en plus vers 0, on va avoir encore une fois quelque chose de positif. Donc on va avoir potentiellement un problème ici, à gauche ou à droite. Ce qu'on remarque, c'est que les trois formes particulières posent potentiellement des problèmes à gauche ou à droite. La solution, ce sera d'évaluer les limites à gauche et à droite. On va aller chercher la limite lorsque x s'approche de a
par la gauche de notre fonction f de x, et la limite lorsque x s'approche de a par la droite de notre fonction f de x. De cette façon-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir si les deux limites à gauche et à droite s'équivalent. Si les deux limites sont équivalentes, ben à ce moment-là, on pourra dire que la limite, elle est égale à cette valeur-là. Sinon, ben on pourra dire que la limite n'existe pas. Donc on va pouvoir évaluer la limite par nos limites à gauche et à droite, et sinon, on va pouvoir dire que la limite n'existe tout simplement pas. Par la suite, on a aussi deux autres formes qui vont avoir des stratégies différentes, notamment la forme 0 sur 0. On vient de dire que la forme C sur 0, donc un chiffre divisé par 0, on a besoin d'aller voir à gauche et à droite, mais lorsqu'on a la forme 0 sur 0, peu importe si on va voir à gauche ou à droite, ici on va avoir un problème quand même. Le problème vient du fait qu'il y a quelque chose qui annule notre numérateur et il y a quelque chose qui annule notre dénominateur en même temps. Notre but, ce sera d'aller voir c'est quoi qui annule ça, ici, notre numérateur et notre dénominateur, pour être capable de les simplifier. Donc, la stratégie qu'on adopte lorsqu'on a une forme 0 sur 0, ce sera d'aller faire de la factorisation. Donc, on va factoriser notre numérateur, factoriser notre dénominateur, puis ensuite de ça, on va faire de la simplification. Donc, on risque, en faisant ça, de trouver des facteurs en commun au numérateur et au dénominateur. On va les simplifier ensemble, puis ça, normalement, si on les enlève, il devrait nous rester seulement la partie de la fonction qui ne pose pas problème lorsque on arrive à 0 ici. On va avoir une vraie valeur qu'on va pouvoir évaluer et avoir une vraie solution pour notre limite. Une autre possibilité qu'on pourrait rencontrer, plutôt que 0 sur 0, pourrait avoir quelque chose comme l'infini sur l'infini. À ce moment-là, l'infini sur l'infini, ça aussi c'est un problème, parce qu'un chiffre immensément grand sur un chiffre immensément grand, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Donc ici, ce qu'on va faire plutôt, ce sera d'aller mettre en évidence la plus grande puissance de x, et ça on le fait au numérateur et au dénominateur, donc on met en évidence le plus gros possible de nos x pour qu'on ait des divisions par x, et ensuite on simplifie. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que la valeur de x qui nous amène à l'infini, on va la simplifier et on va se rendre compte que notre fonction, elle peut quand même s'évaluer et ça va nous donner une solution de notre limite dans ce cas-ci. Donc, on va en faire des évaluations comme ça de limites, justement, le reste de cette vidéo-ci, le reste de notre section 2.2, en fait, ce sera des évaluations de limites pour voir qu'est-ce que nos stratégies nous apportent. Avant de faire ça, on fait un petit détour, on va aller parler de l'arithmétique de l'infini, parce qu'on a parlé beaucoup d'infini dans le chapitre 2 pour l'instant, mais on ne sait pas exactement comment ça se comporte l'infini. Donc on va aller faire un petit tableau avec des comportements à l'infini, des arithmétiques de l'infini. Cette arithmétique-là de l'infini, on va le simplifier quand même, là, on n'a pas tant de choses que ça qui va être nécessaire dans ce cours-ci, mais on en regarde quand même une bonne partie. On commence par voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on multiplie l'infini par n'importe quoi. Donc, dans ce cas-ci, on multiplie l'infini par une constante k, qui peut être positive ou négative, et dans ce cas-ci, ben, si la constante k elle est positive, on va se retrouver avec l'infini, alors que si elle est négative, on se retrouve avec moins l'infini. On remarque que l'infini ici va absorber la valeur, on se fout pas mal de la valeur de k, ça va nous donner plus ou moins l'infini. Tout ce qui nous intéresse, c'est le signe de k ici. Ensuite de ça, si on prend une constante k et qu'on la divise par l'infini, peu importe c'est quoi le chiffre qu'on utilise, si on divise par un nombre qui est immensément grand, ça va toujours nous donner 0. Sans équivoque, ici c'est toujours 0 qu'on obtient lorsqu'on fait la division par l'infini. Ensuite, si on a une constante k et qu'on divise par 0+, qu'est-ce que ça veut dire ça, 0+? Ça veut dire qu'on divise par une valeur qui s'approche de 0 par la droite. Par la droite, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on est légèrement plus grand que 0. Donc on est dans le positif, ici 0+, c'est positif, mais on est très 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 proche de 0. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, si k est positif, on prend un chiffre qu'on divise par quelque chose de très petit, mais positif, ben ça reste positif, mais ça s'en va vers l'infini. Imaginez qu'on veut voir combien de fois est-ce que 0 peut rentrer dans la valeur de k. Ben ici, ça peut rentrer une infinité de fois. Là. 0, ça prend absolument pas d'espace. De l'autre côté, si k est plutôt négatif, ben là, à ce moment-ci, on aurait moins l'infini, parce qu'encore une fois, on va se soucier seulement du signe, du symbole de k ici. Le chiffre négatif, si on le divise par 0, ça va nous donner moins l'infini dans ce cas-ci.
Finalement, dernier cas qu'on a, si on a une constante k qu'on divise par 0-, donc une valeur très proche de 0, mais négative, ben à ce moment-là, si k est positif et qu'on divise par quelque chose de négatif, on va avoir du négatif, et ce sera l'infini encore une fois, parce que un chiffre qu'on divise par quelque chose qui est très proche de 0, ça donne toujours l'infini. Donc ici, on a moins l'infini si k est positif et qu'on s'approche de 0-. Si k était plus petit que 0, ben là, on a un moins sur un moins, ça va s'annuler, on va avoir plus l'infini dans ce cas-ci. On regarde rapidement l'exemple, juste pour bien saisir cette arithmétique-là, puis ensuite de ça, on commence à évaluer des limites. Donc, exemple 1 ici, moins 2 fois l'infini, ben là, le 2, il nous importe pas, on va aller chercher l'infini direct, et on va ramener son signe. Donc, moins 2 infini, c'est juste moins l'infini, parce que l'infini absorbe le 2 ici, ça reste un chiffre qui est immensément grand. De l'autre côté, 2 fois l'infini, ben là ici ce sera l'infini, donc encore une fois, on se soucie seulement du chiffre qu'on obtient dans ce cas-ci. En 2, on a 14 divisé par l'infini, un chiffre divisé par immensément grand, ben ça nous donne 0. On se pose pas de questions. Moins 42 sur l'infini, encore une fois, ça nous donne 0 directement. Même si 42 c'est la réponse à l'univers, moins 42 sur l'infini, ça donne quand même 0. Ensuite de ça, en 3, moins 4 sur 0+. On a un nombre négatif qui est divisé par quelque chose qui est très proche de 0 mais positif. Ben ici, ça va nous donner moins l'infini. Ensuite, 28 000 sur 0+. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais 28 000 c'est vraiment gros, là. On va-tu vraiment avoir l'infini ici? Oui, absolument. 28 000 divisé par 0+, ça va nous donner l'infini. La grosseur de notre constante k n'a aucune importance ici. L'infini, on considère que c'est tellement grand qu'il n'y a rien à faire avec ça, ça gagne toujours. Ensuite, en 4, on va avoir une situation légèrement différente. On divise par 0-. Donc 12 sur 0-, on a un positif sur un négatif. Ça va donner du négatif. Et comme on divise par une valeur très proche de 0, ça nous donne moins l'infini dans ce cas-ci. Finalement, moins 7 sur 0-, encore du négatif sur du négatif, ça va devenir positif. 7 divisé par quelque chose qui est très proche de 0, ça va nous donner plus l'infini pour cet exemple-ci. On se lance maintenant dans l'évaluation des limites. On en a plusieurs à faire, là. Il y en a vraiment une tralée, là. Vous allez être tanné à la fin de cette partie-là, mais c'est important de voir comment est-ce qu'on résout nos problèmes et c'est quoi les stratégies qu'on emploie. Donc on y va en A ici tout de suite avec la limite lorsque x s'approche de moins 2 de notre fonction x plus 5 sur 2x plus 1. À ce moment-ci, on a dit qu'on remplaçait x par a, et on va voir qu'est-ce que ça nous donne si on remplace x par a ici. Donc, je remplace mon x par mon a, et je vais avoir ici moins 2 plus 5 sur 2 fois moins 2 plus 1. On évalue, moins 2 plus 5, ça me donne 3. 2 fois moins 2, ça va me donner moins 4, plus 1, ça va me donner moins 3. Ici, 3 sur moins 3, ça me donne moins 1. Comme moins 1, c'est un nombre réel, je viens d'obtenir ici une réponse directe. Ma limite, elle est donnée directement par moins 1. J'ai rien d'autre à faire, il n'y a pas de forme particulière, j'ai tout simplement évalué, puis ça m'a donné le résultat directement. Par la suite, on se donne un petit rappel rapidement. Rappel sur la différence de carré. Pourquoi est-ce que je rappelle ça ici? Ben parce que ça, la différence de carré, c'est quelque chose qui est super important quand on fait de la factorisation. Et là, on s'en va vers des formes particulières, donc on s'en va vers la factorisation aussi. Ici, on a la forme a carré moins b carré plutôt, et ça ici, c'est une différence de carré. On a une valeur au carré moins une autre valeur au carré, ça veut dire qu'on peut écrire ça comme étant a moins b fois a plus b. On a un exemple, x carré moins 16, x est au carré, 16 c'est 4 fois 4, donc 4 au carré. Ça veut dire que je peux écrire ça comme étant x moins 4 fois x plus 4. Testez-le, là, vous allez faire x fois x, ça va vous donner x carré. X fois 4, ça va vous donner 4x, mais vous allez avoir moins 4x après, fait que ça va disparaître, puis il va vous rester moins 4 fois 4, qui vous donne le moins 16. Donc cette différence de carré-là, elle va nous aider, parce que si on en a une différence de carré, on peut la simplifier, on peut la factoriser plutôt pour la simplifier par la suite. On regarde ça justement dans l'exercice B ici, on va avoir une limite justement où la différence de carré, c'est la solution. Donc ici, on a la limite lorsque x s'approche de 2, de x carré moins 4 sur x moins 2. Bien là, à ce moment-ci, si j'évalue 2 au carré moins 4 sur 2 moins 2, qu'est-ce que j'obtiens? 2 au carré, c'est 4, moins 4, c'est 0, et 2 moins 2, c'est 0. Donc là, j'ai 0 sur 0, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça vaut ça ici, ça veut dire qu'il va falloir que je change un peu mon expression pour y arriver. On va ici y aller tout de suite en continuant avec la limite, et là, comme je continue à travailler sur la limite, je dois l'indiquer.
Donc, c'est super important ça va vous faire tellement suer à l'examen 1. Si vous oubliez de me ramener votre limite, vous allez perdre 0.5 à chaque fois. Ça part vite, la limite, comme ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je travaille encore sur ma limite, je le réinscris, et là, à ce moment-ci, je vais refaire ma formule que j'ai au-dessus. X carré moins 4, c'est une différence de carré. C'est une différence de carré parce que x est au carré et 4, c'est 2 fois 2. Donc, je peux réécrire ça comme étant x moins 2 fois x plus 2, et je divise toujours par x moins 2. À ce moment-ci, je remarque que x moins 2 annule le numérateur et le dénominateur lorsque je m'approche de x égale à 2. Donc ça ici, je vais les simplifier. Et ça va me donner la limite, lorsque x tend vers 2, de x plus 2 directement. Et là, ici, moi je pense que j'ai suffisamment travaillé, je pense que j'ai suffisamment changé mon expression, donc je vais aller évaluer ma limite. Et là, remarquez, j'évalue, donc je vais enlever la limite, j'en ai plus besoin du symbole parce que je change mon x pour un chiffre. Donc x devient 2, plus 2, ça me donne 4. Et ce 4-là, ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers 2 de x plus 2, ça vaut 4. Cette limite-là, on venait de voir que c'était égal à la limite de x moins 2 fois x plus 2 sur x moins 2, lorsque x approche de 2 encore une fois. Et ça, cette limite-là, c'était égal à ce qu'on avait au départ. Donc, comme on a toutes ces égalités-là ici, on peut conclure que la limite, lorsque x s'approche de 2 de x carré moins 4 sur x moins 2, c'est égal à 4. Donc, on vient de trouver une solution, une évaluation à notre limite, malgré le fait que, lorsqu'on l'évalue, ça nous donne 0 sur 0. Avec un petit peu de stratégie, ici avec quelques modifications judicieuses, on réussit à changer notre problème pour que ce soit plus facile à évaluer, et là, on obtient la bonne limite. Avec ça, ensuite, on va voir d'autres méthodes pour factoriser. On a la mise en évidence simple et la mise en évidence double, notamment. Donc, mise en évidence simple, on se rappelle que si on a AB plus AC, on peut mettre le A en évidence et obtenir A fois B plus C. Donc, on a un exemple ici, x carré plus 5x. On met un x en évidence et on obtient x fois x plus 5. On va voir quand est-ce que ça peut nous être utile. Donc, ici en C, on a la limite lorsque x s'approche de 4 de la fonction 4x moins x carré sur x moins 4. On commence par évaluer, comme d'habitude. On va remplacer x par 4. On va avoir 4 fois 4 moins 4 au carré divisé par 4 moins 4. 4 fois 4, ça donne 16. 4 au carré, ça donne 16. Donc 16 moins 16, ça va me donner 0. Et 4 moins 4, ça me donne 0 également. J'arrive donc à une situation où j'ai une forme 0 sur 0. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Il va falloir que je modifie un petit peu mon expression. Donc, je vais retravailler sur cette limite-là ici. Limite lorsque x tend vers 4. Et là, je vais essayer de faire de la simplification ou de la factorisation surtout de mon numérateur et de mon dénominateur dans ce cas-ci. Je vais faire la mise en évidence simple parce que je vois que j'ai un x dans mes deux premiers termes. Donc, je vais avoir x fois 4 moins x sur x moins 4. Et là, je remarque quelque chose d'assez spécial. Au numérateur, j'ai 4 moins x. Au dénominateur, j'ai x moins 4. On a ici un facteur moins 1 qui sépare nos deux expressions. Moins 4 moins x, ça me donnerait exactement ce que j'ai en dessous. Hein, j'inverse le signe de 4, ça va me donner moins 4. J'inverse le signe de moins x plutôt, et ça va me donner x ici. Donc, on va modifier ça un petit peu et écrire que c'est la limite, lorsque x s'approche de 4, de moins x fois x moins 4 divisé par x moins 4. Remarquez que j'ai simplement mis en évidence un moins en plus devant mon x. Si je le redistribue, moins avec le x, ça va me donner le moins x, moins avec le moins 4, ça va me donner le plus 4 que j'avais. Donc là, à ce moment-là, j'ai x moins 4 en haut et en bas. Je vais les simplifier. Il va me rester la limite, lorsque x s'approche de 4, de moins x. Tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer x par 4 pour obtenir moins 4. Et j'obtiens la valeur de ma limite, j'obtiens l'évaluation de la limite que j'avais au départ. Encore une fois, si on remonte les étapes, la limite de moins x, c'était équivalent à ce que j'avais juste au-dessus, qui était équivalent à ce que j'avais juste au-dessus, qui était une mise en évidence de ce que j'avais tout au départ. Donc, ma première limite lorsque x tend vers 4 de 4x moins x carré sur x moins 4, c'est égal à moins 4 ici. Encore une fois, la mise en évidence simple, c'est quelque chose qui peut vous être super utile. Souvent, là, quand on fait des limites, on se rend compte que c'est juste parce que notre fonction n'est pas factorisée. Donc, quand on la factorise, on peut simplifier beaucoup de choses et obtenir la bonne valeur.
Continue avec le prochain rappel, mise en évidence double cette fois-ci. Donc même principe que la mise en évidence simple, mais cette fois-ci on le fait en double. Hein? C'est pour ça que c'est double plutôt que simple. Donc on a l'expression AC plus BC plus AD plus BD. Et là on va y aller deux termes à la fois. Donc premier terme ici on a un C qui peut être mis en évidence. Ça va nous donner C fois A plus B. Et dans le deuxième on a un D qui peut être mis en évidence. Donc on va avoir D fois A plus B encore une fois. Ça veut dire que notre première expression est égale à C fois A plus B plus D fois A plus B. On pourrait mettre en évidence A plus B, on obtiendrait A plus B fois C plus D, et c'est ça ici l'expression simplifiée de notre mise en évidence double à la fin. On a un gros exemple ici, x au cube plus 3x carré plus 2x plus 6. On y va avec les deux premiers termes ici. On a un x au carré qui pourrait être mis en évidence, donc x carré, il va nous rester x pour le premier terme et 3 pour le deuxième, donc x carré fois x plus 3. Et pour le deuxième, on a 2x plus 6, mais on pourrait mettre un 2 en évidence. On va avoir 2 fois x plus 3. Encore une fois, si on redistribue le 2, on va retrouver le 2x plus 6. Donc on retrouve x plus 3 en évidence dans les deux termes qu'on vient de créer. On peut le mettre à l'avant, x plus 3 fois x carré plus 2. C'est ça de la mise en évidence double, vous avez déjà vu ça. Donc nous, on va voir que ça ici, ça peut nous aider lorsqu'on évalue des limites. Donc dans ce cas-ci, en D, on remplace x par 1 pour commencer. X à la 3, on va avoir 1 à la 3, plus 1 au carré, moins 1, divisé par 1 au carré, moins 1. Donc là, il y a des 1 partout. 1 à la cube et 1 au carré, ça donne 1. Donc on va avoir 1, plus 1, moins 1, moins 1. Il reste 0 au numérateur, pardon. Et 1 au carré, moins 1, ben c'est 1 moins 1. Donc c'est 0 encore une fois. On a une autre forme qui est indéterminée, une autre forme particulière, 0 sur 0. Il va falloir travailler un peu sur notre limite. Donc ici, je vais venir modifier un petit peu ma limite. Limite lorsque x approche de 1. Et ce que je veux faire là ici, c'est utiliser ma mise en évidence. C'est ce que je sens qui va m'être utile. Je vais simplifier en haut, simplifier en bas, et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc au-dessus, pour commencer, j'ai x à la 3 plus x carré aux deux premiers termes. Donc je pourrais mettre en évidence x carré. Il va me rester x plus 1. Dans le deuxième terme, j'ai moins x moins 1. Ben ici, je pourrais mettre un moins en évidence et avoir x plus 1 dans ma parenthèse. Donc un petit peu de mathémagie, là, ici, je sors ça de mon chapeau, je mets un moins en évidence, puis là, je fais réapparaître x plus 1. Ici, évidemment, je voulais faire réapparaître x plus 1, donc j'ai fait en sorte que je pouvais le faire sortir en sortant, en mettant en évidence un moins devant ma parenthèse. Et finalement, à mon dénominateur, x carré moins x, je peux mettre un x en évidence, il va me rester x moins 1 ici. Donc, on va réécrire cette limite-là. Limite lorsque x tend vers 1, on va avoir x plus 1 fois x carré moins 1. C'est les deux termes qui sont devant mes parenthèses que je ramène ici. Et en dessous, je vais avoir x fois x moins 1. Donc là, j'ai fait de la facto. J'ai factorisé pas mal au numérateur et au dénominateur. Et là, normalement, ma deuxième étape, c'est de simplifier. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui est en commun ici. X plus 1, x carré moins 1, x moins 1. Fuck, il n'y a rien en commun. Donc là, ça veut dire que j'ai un problème encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez simplifié ici. Il y a quelque chose qui n'est pas assez factorisé. Pour factoriser un petit peu plus, ben, je vais revenir sur la différence de carré que j'ai vue juste avant. Parce que je remarque que x au carré moins 1, c'est la même chose que x au carré moins 1 au carré. On a une différence de carré ici. Donc, on peut réécrire ça comme étant la limite. Lorsque x s'approche de 1, de x plus 1, ça n'a pas bougé, mais x carré moins 1, c'est la même chose que x moins 1 fois x plus 1. Et là, ça, c'est bon parce que j'en ai un x moins 1 qui est en dessous, et c'est ça que je veux simplifier, justement. Donc, on finit de réécrire notre limite, et là, on se rend compte que les x moins 1 peuvent se simplifier. Il va nous rester quoi? Il va nous rester la limite. Lorsque x tend vers 1, de x plus 1 fois x plus 1 divisé par x directement. Ici, là, j'ai assez simplifié. On n'a plus de problème, le x moins 1 est disparu. Donc, si j'évalue quand x est égal à 1, déjà, je ne divise plus par 0. Et au-dessus, au numérateur, j'ai plus un numérateur qui vaut 0. Donc, je peux évaluer cette limite-là. Donc, je vais faire disparaître mon symbole de limite parce que je remplace le x par le 1. On va avoir 1 plus 1 fois 1 plus 1 divisé par 1. Donc, 2 fois 2 divisé par 1. Ça nous donne 4 pour cette limite-ci.
Donc un gros problème, là, celui-là, là, quand même un gros problème. C'est relatif, là, mais c'est plus gros que les autres. Hein? Plus de travail, il a fallu qu'on fasse une mise en évidence double, puis ensuite de ça, une différence de carré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que lorsqu'on évalue des limites, ça se peut que ça prenne plus qu'une factorisation, plus qu'une technique. Dans ce cas-ci, on a eu besoin de la mise en évidence double au début, puis ensuite de ça, mise en évidence simple au dénominateur, et finalement, une différence de carré pour la fin du numérateur. Donc on va avoir à combiner certaines notions, certaines techniques, certaines factorisations ensemble pour bien compléter nos évaluations de limites. Ceci étant dit, c'est assez pour tout de suite. Je vais prendre une pause. On arrête cette vidéo-ci. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres exemples. Donc, on n'a pas fini. Là. On a encore beaucoup de limites à évaluer. Mais on va faire ça dans une prochaine vidéo. Ça fait assez pour cette première vidéo-ci.